Tout de suite, le JT. Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, en recevant les vœux à l'occasion de la fête de Tabaski, a tapé du poing sur la table. Il met en garde tous les fauteurs de troubles qui mettent à mal la cohésion sociale et le vivre ensemble. L'éditorial de ce lundi est consacré à ce sujet. Il est signé l'Aldium Narcisse Bainati. Lors de la présentation des vœux des membres du Conseil supérieur des affaires islamiques au président de la République à l'occasion de la fête de Tabaski, le chef de l'État, le maréchal Mamad Idriss Déby Itno, n'a pas mâché ses mots. Il a été très dur dans son message. Il a adressé dans un ton martial une sévère mise en garde contre ceux qui mettent à mal la cohabitation pacifique et le vivre ensemble. À en croire le chef de l'État, désormais il va sévir sans ménagement contre ceux des compatriotes qui pêchent en eau trouble. À cela a-t-il asséné, il ne les tolérera pas. Cette montée de l'adrénaline fait suite aux douloureux événements survenus à Mandakao, une bourgade située à une trentaine de kilomètres de Benamar, chef-lieu du département de la Dougé dans la province du Logone occidental. Au cours de ces drames, plusieurs personnes ont perdu la vie et les stigmates sont visibles, sinon les plaies sont encore béantes, ce qui témoigne de la gravité et de l'ampleur de cette situation. Il faut dire que cet événement malheureux avait mobilisé autant de monde sur le lieu du drame. Le gouvernement est le premier à dépêcher une délégation ministérielle pour constater de visu ce qui s'est réellement passé et lui rendre compte à son retour, ce qui fut fait. Tous les hommes épris de paix et de justice se sont rendus à leur tour dans ces villages martyrs pour apporter un réconfort moral, calmer les esprits surchauffés et rescaper autres victimes de cette barbarie de notre âge. Certains dignitaires religieux sont allés également prêcher le message de paix du cœur, d'unité nationale et de la cohabitation pacifique. Ils leur ont rappelé pourquoi autant jadis ils vivaient en parfaite harmonie. Mais quel est ce regain de violence ou bien pourquoi ils se regardent en chien de faïence alors qu'ils sont condamnés à vivre ensemble? Aujourd'hui, la balle est dans le camp des pouvoirs publics de poser des actes qui peuvent contribuer à ramener la paix définitive dans cette partie du pays, durement touchée par cet événement macabre qui ne laisse personne indifférente. Les pouvoirs publics doivent relever de leurs fonctions des administrateurs véreux et mafieux catapultés à la tête des unités administratives pour le besoin de la cause et qui n'ont rien à voir avec l'administration publique, en nommant des administrateurs bien formatés à l'École nationale d'administration. Ces prédateurs passent le clair de leur temps à racketter les paisibles citoyens et arnaquent les populations en prenant des amendes exorbitantes. C'est eux qui entretiennent les conflits éleveurs-agriculteurs pour des espèces sonnantes et trébuchantes. Relevez aussi les chefs militaires déguisés en éleveurs qui arment les bouviers, qui commettent des exactions et sèment la terreur à la moindre occasion. Ces bouviers sont à l'origine des bagarres meurtrières qui opposent souvent les éleveurs aux agriculteurs et qui se soldent par des morts d'hommes. Expressément, ils font paître les bœufs dans les champs des paysans et lorsque ces derniers ouvrent la bouche, c'est la bagarre rangée qui se déclenche. Il faut revoir aussi les textes qui encadrent les couloirs de transhumance qui sont devenus obsolètes. L'État est interpellé. Il a les moyens de trouver une solution idoine à ce conflit qui est en train de diviser profondément les Tchadiens et risque à la longue de désagréger totalement le tissu social. Délégation ministérielle dépêchée pour la seconde fois à Moundou le 7 juin 2025 à la suite du massacre survenu à Mandakao dans la province du Logone occidental a regagné la capitale ce lundi 9 juin. L'avion transportant les officiels s'est posé en fin de matinée à l'aéroport international Hassan Diamous. Le reportage de Fulbert Oumana. Il était un peu plus de midi lorsque l'avion officiel touche la tarmac de l'aéroport international Hassan Diamous. À sa sortie, le général de corps d'armée Ali Ahmad Habaj, ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, salue brièvement les autorités venues l'accueillir. Il revient d'une mission délicate et cruciale à Moundou, épicentre des tensions consécutives au tragique événement du 14 mai à Mandakao. À côté, une forte délégation gouvernementale. Toutes ont sillonné les localités impactées, multipliant
les consultations avec les populations, les autorités administratives locales et les forces de défense et de sécurité. Pendant 2 jours, les membres de la délégation ont écouté, rassuré et conseillé et surtout posé les bases d'un dialogue durable entre les communautés. Le séjour s'est voulu porteur des messages clairs. L'État reste aux côtés des populations et aucun effort ne sera ménagé pour garantir la paix et la stabilité. À sa descente d'avion, le ministre Habaj s'est exprimé en des termes d'assurance et de responsabilité. Cette mission traduit la détermination du gouvernement à apaiser les tensions, à rassurer la confiance et à encourager la cohésion sociale. Nous avons écouté les différentes parties et des engagements concrets ont été pris. Parmi ces engagements, la signature d'accords entre les 2 principales communautés concernées, des engagements mutuels pour préserver la paix, renforcer la cohabitation pacifique et tourner définitivement la page de la violence. Mission accomplie donc pour la délégation gouvernementale qui quitte Mondo avec la conviction d'avoir jeté les bases d'un apaisement durable. Reste maintenant à transformer les promesses en actes et les engagements en réalité sur le terrain. Le retour à la paix à Mandakao demeure un impératif national. Le président de la République, le maréchal Mahamad Idriss Déby Itno, a regagné N'Djamena ce samedi 7 juin 2025 au terme d'une mission diplomatique express en République de Guinée équatoriale où il a pris part aux assises de la 26e session ordinaire de la conférence des chefs d'État, de gouvernement de la communauté économique de l'Afrique de l'Afrique centrale. Autant pour moi, Alphonsine Madilem revient sur les points essentiels. Suivez son compte rendu. Cette session de la CACE tenue à Malabo en Guinée équatoriale s'est déroulée dans un contexte géopolitique tendu, marqué par les distensions internes et les défis sécuritaires majeurs. Le chef de l'État tchadien a joué un rôle actif dans les travaux de haut niveau aux côtés de ses homologues africains. Parmi les points saillants abordés figurent notamment la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo, théâtre d'un conflit persistant, la passation de la présidence tournante de l'organisation sous-régionale et l'échéance du mandat de l'actuelle équipe dirigeante de la commission CAC. Dans un climat tendu, le Rwanda a surpris l'assistance en annonçant son retrait de la CAC, dénonçant le refus qui lui aurait été opposé pour accéder à la présidence tournante de l'organisation. Kidali, lui, accuse également RDC de manœuvres déstabilisatrices, soutenues selon ses dires par certains États membres. Face à ces accusations et à l'escalade verbale, les chefs d'État de la région ont pris acte de la situation d'agression dont est victime la RDC et ont exigé le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. Placé sous le thème « Consolider les acquis de la réforme de la CAC pour accélérer l'intégration régionale et la construction d'une communauté de destin en Afrique centrale », ce sommet a offert l'occasion aux dirigeants d'insuffler un nouvel élan à la réforme institutionnelle de l'organisation. Ce thème fédérateur entend renforcer les mécanismes d'intégration et jeter les nouvelles bases d'une coopération politique et économique plus dynamique entre les États membres. En signe de reconnaissance de son rôle stabilisateur, la Guinée équatoriale s'est vue renouveler la confiance des chefs d'État pour continuer à assurer la présidence tournante de la CAC. Une décision consensuelle prise dans l'espoir de favoriser un climat diplomatique apaisé entre la RDC et le Rwanda. Le président de la République, Mahamad Idriss Déby Itno, accompagné pour l'occasion du ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Sabr Fadoul, a réitéré l'engagement du Tchad à œuvrer pour la paix, la solidarité régionale et la réussite des réformes institutionnelles en cours. Le lancement officiel de l'atelier de renforcement de capacité du personnel de la Cour de compte en collaboration avec le projet d'appui à la gouvernance économique au secteur extractif s'est déroulé ce matin à Bakara, placé sous le thème maîtrise des techniques de réduction et de jugement de compte. Diana Nepidimbaï pour plus de détails. La présente formation de 4 jours vise à contribuer au renforcement des capacités des membres de la dite institution en matière d'efficacité de la politique budgétaire et de la gouvernance du secteur extractif. Les participants seront outillés en matière de présentation du guide des procédures d'élaboration du compte de gestion des RAF, TP et TPGE, d'introduction à la réduction, jugement des comptes des comptables et les implications. De même que sur les défis de la procédure juridictionnelle, le jugement des comptes, un atelier qui, selon la présidente de la Cour des comptes, Mme Zahra Ibrahim Mohamed Itno, est prioritaire et indispensable pour l'institution d'atteindre ses objectifs. Le présent atelier devrait permettre à terme
la transparence et la régularité de la gestion publique, d'assurer la responsabilité des comptables publics et contribuer à l'amélioration de la gouvernance financière de notre pays. Il s'agit plus spécifiquement de cerner les exigences éthiques et déontologiques en matière de production des comptes de gestion, maîtriser les guides d'élaboration du compte de gestion, élaborer les comptes de gestion à partir des données issues du SICFIP, sensibiliser les comptables principaux à la reddition des comptes de gestion dans les délais réglementaires, comprendre la procédure de jugement des comptes et maîtriser les suites judiciaires et administratives. Comprendre aussi la nécessité d'adoption du statut du comptable public. Le coordonnateur de la PAGES réaffirme son engagement et appelle une synergie d'action pour mener à bien la gestion des finances publiques. Dans le contexte actuel des réformes structurelles des institutions en charge de la gestion des finances publiques, cette formation vise à renforcer l'efficacité de la politique budgétaire, notamment par une meilleure gestion des risques financiers et comptables. Ces efforts devraient permettre à l'État de dégager une marge financière significative pour améliorer la fourniture des services publics essentiels. Nous réaffirmons à travers le PAGES et avec l'appui de nos partenaires, notamment la Banque africaine de développement, que le PAGES reste un outil essentiel au service des réformes structurelles et nous appelons l'ensemble des acteurs de la chaîne à poursuivre leur mobilisation pour nous permettre d'atteindre nos objectifs d'ici la fin de l'année. Cette formation est réalisée au profit des 60 participants venant des provinces, des entités publiques et de la Cour des comptes. Faut-il rappeler que la Cour des comptes est la plus haute juridiction financière en matière de finances publiques en lieu et place de l'ancienne Chambre de Cour des comptes suprême. Son rôle est de participer activement aux efforts menés par l'État dans l'assainissement de gestion des finances publiques et au respect des règles de bonne gouvernance. L'Université La Francophonie a procédé ce matin au lancement officiel des épreuves terminales du second semestre pour l'année académique 2024-2025. Cette session normale marque une étape décisive dans le parcours des apprenants. Le reportage de Mbainadi Nicolas. La cérémonie a été présidée par le docteur Fourissou Bibila Marcel, président du jury entouré de son équipe pédagogique. En donnant le coup d'envoi des examens, il a tenu à souligner l'engagement collectif ayant permis l'organisation rigoureuse de ces évaluations. Au total, 2000 étudiants, toutes filières et promotions confondues, de la première année à la troisième année, prennent part à ces épreuves. Celles-ci couronnent 9 mois de formation intense et symbolisent bien plus qu'un simple contrôle des acquis. Elle incarne la rigueur, la discipline et l'exigence académique prônée par l'institution. L'université La Francophonie fait partie des universités privées qui fonctionnent déjà il y a quelques années et plus de 2000 étudiants sont appelés aujourd'hui à composer les épreuves de la session normale du second semestre. L'équipe jury et l'administration de l'université La Francophonie sont à pied d'œuvre depuis longtemps et nous avons veillé à mettre en place toutes les conditions nécessaires pour que ces examens puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Rappeler aux étudiants toutes les dispositions compromettant au bon déroulement des épreuves. Il est strictement interdit aux étudiants de communiquer pendant le déroulement des épreuves. C'est ce qui peut naturellement annuler la matière concernée. Et toute fraude avec une preuve à l'appui est considérée comme une sanction la plus sévère. Et là, ça annule la session. À l'issue de la cérémonie de lancement, le président du jury accompagné du recteur de l'université a effectué une tournée dans plusieurs salles d'examen. Objectif, encourager les candidats, rappeler le respect strict des consignes et les inviter à aborder cette étape avec calme, concentration et intégrité. Ces œuvres ne valident pas uniquement des connaissances, elles forgent également des esprits préparés à relever les défis du monde professionnel. À l'université, la francophonie, l'excellence n'est pas un slogan, mais une exigence, a-t-il conclu.
La première phase du baccalauréat marquée par les épreuves écrites s'est achevée ce lundi dans les différents centres d'examen de la capitale. À cette occasion, notre reporter s'est rendu au centre du lycée Sacré-Cœur ainsi qu'au lycée technique commercial pour recueillir les impressions des responsables et des candidats. Koinito Jack, Jeannette. Clôture des épreuves écrites du baccalauréat 2025. Dans les centres visités, l'ambiance était plutôt sereine et les épreuves se sont déroulées dans de bonnes conditions. Au centre du lycée Sacré-Cœur, comme au lycée technique commercial, les présidentes se disent satisfaites du déroulement global des compositions. Elles signalent toutefois un incident mineur. Des candidats n'ont pas pu composer la dernière épreuve pour cause de maladie. Hormis cela, tout s'est déroulé dans l'ordre avec un effectif complet. Les examens se sont très bien déroulés, on n'a pas eu des incidents. Et là, on vient juste de terminer avec la dernière matière que de la série A4. Et on n'a pas eu vraiment un problème avec les candidats, avec les surveillants, tout ça. Donc tout ça a bien marché. Tout s'est bien passé, le centre est calme et on a bien débuté, on a bien fini aussi. Actuellement, nous sommes avec la série des Arabes qui compose l'éducation islamique. Ils sont 36 personnes, 36 candidats. Du côté des candidats, les ressentis sont partagés. Certains ont trouvé les sujets abordables, d'autres un peu corsés. Mais tous gardent l'espoir d'obtenir leur diplôme, parfois avec un optimisme remarquable. Le baccalauréat s'est bien déroulé. Les sujets étaient un peu abordables, alhamdulillah. Et nous espérons que la majorité d'entre nous obtiendra. Même si ce n'est pas à 100%, nous on espère un truc de 90 quelques en allant au-delà. Il y avait des sujets abordables et il y avait des sujets qui étaient faciles, mais il y avait aussi des sujets un peu compliqués pour moi. La maths était un peu serrée, mais je me suis débrouillé quand même pas mal. Pendant l'examen, les sujets étaient vraiment abordables. On rend grâce à Dieu. Et les épreuves étaient bonnes. La maths, c'était un peu compliqué pour nous, mais quand même, en espérant avoir la moyenne et s'en sortir pendant les résultats du baccalauréat. Le baccalauréat 2025 s'achève donc sur une note globalement positive. Organisation réussie, candidats présents et optimistes. Il ne reste plus qu'à atteindre les résultats avec l'espoir pour beaucoup de franchir ce cap décisif vers l'avenir. Le 7 juin représente une grande journée de la justice africaine. Ces jours-là, Hissène Habré, figure sombre de l'histoire contemporaine africaine, qui a dirigé le Tchad d'une main de fer, accusé de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et actes de torture. Il sera donc le premier ancien chef d'État africain jugé et condamné par un autre pays africain. Romdolum Senghar Ngarmadine nous en dit plus. Né en 1942 à Faya-Largeau, dans le nord du Tchad, Hissène Habré, étudiant brillant, il obtient une bourse et s'envole à Paris pour étudier. Il y suit ses études de droit et de sciences politiques. C'est là qu'il est introduit aux idées des révolutionnaires. En 1971, il rejoint la lutte armée contre le régime central d'Indiamena. Il fonde le Frolina, Front de libération nationale du Tchad, un mouvement de guérilla. Rapidement, Habré émerge comme un chef de guerre redouté. En 1982, avec le soutien de la France et des États-Unis, Habré renverse le président Goukouni Odey. Sa prise de pouvoir s'inscrit dans le contexte de la guerre froide. Il est vu par l'Occident comme un rempart contre l'expansion du colonel Gaddafi en Afrique centrale. Mais ce soutien extérieur va permettre à Habré d'installer une dictature sans pareil avec l'appui de ses services de renseignement DDS. De 1982 à 1990, le régime de Habré se distingue par une répression d'une extrême brutalité. Sa police politique, nommée DDS, Direction de la documentation et de la sécurité, est responsable de l'arrestation, de la torture et de l'exécution des milliers de Tchadiens. Les opposants, les intellectuels, les minorités ethniques sont ses cibles. Selon les archives de la DDS, environ 40 000 personnes auraient été tuées sous son régime et des dizaines de milliers torturées ou emprisonnées arbitrairement.
Un 1er décembre 1990 viendrait redonner un souffle autre que celui de Hissène Habré. C'est l'arrivée de son ancien allié Idriss Déby Itno qui va prendre les rênes du pouvoir. Il s'enfuit au Sénégal où il vit pendant plus de 20 ans dans une relative tranquillité protégé par des réseaux politiques. Mais pour les victimes et les ONG de défense des droits humains, l'exil de Habré ne saurait être synonyme d'impunité. À partir de 2000, les rescapés de son régime et des organisations comme Women Rights Watch entament une longue bataille pour obtenir son jugement. En 2013, après des années de pression internationale, l'Union africaine et le Sénégal mettent en place une juridiction spéciale, les chambres africaines extraordinaires. Le procès s'ouvre en 2015 à Dakar. Habré refuse de comparaître, criant un complot impérialiste. Mais les témoignages accablants des survivants, les documents de la DDS retrouvés en N'Djamena et les récits de torture finissent par faire tomber le mur du silence. C'est ainsi qu'en 2016, Habré est jugé à Dakar, condamné à la prison à perpétuité pour crimes contre l'humanité. Ceci après des années de lutte des victimes et de la société civile par un tribunal spécial africain. Une première en Afrique. Mais il contracte le virus de Covid-19 peu après et meurt le 24 août 2021 à Dakar à l'âge de 79 ans. Ce procès de telle envergure est un premier et historique. Jamais auparavant, un ancien chef d'État avait été jugé dans un autre pays africain pour des crimes commis sur son sol. Il marque une étape importante dans la lutte contre l'impunité en Afrique comme ailleurs. Elle illustre que même les hommes les plus puissants peuvent être rattrapés par leurs crimes. Aujourd'hui, pour beaucoup, le 7 juin reste un symbole dans la justice africaine. Manger naturel est essentiel pour maintenir une bonne santé physique et mentale. Malheureusement, certains aliments transformés prennent le dessus dans les menus de nos concitoyens. Que faut-il faire face à cela? Roselyne Dikourbois nous en dit plus. Avoir une meilleure qualité nutritionnelle pour l'organisme contribue à l'amélioration de notre santé, car les aliments naturels comme les fruits, légumes, les grains entiers, les noix et viandes non transformées conservent leurs vitamines, les minéraux, les fibres et les antioxydants. Dimpengar Memadi Reutu, promotrice de la coopérative de la production et de développement des chaînes de valeur agroalimentaire, souligne l'alimentation bio dans le contexte du Tchad. On ne peut pas parler du bio dans le contexte du Tchad actuellement. Parce que le bio exige un certain contrôle pour s'assurer qu'il n'y a pas du tout la présence des résidus chimiques dans l'alimentation. Parce que les résidus chimiques, ce n'est pas seulement ce qu'on met dans le champ pendant qu'on est en train de produire. Mais les résidus chimiques, c'est aussi ce qui est déjà resté, ce qui est déjà répandu, peut-être que pendant les saisons précédentes, mais qui reste. Et là, quand on produit, il y a toujours la présence de ces résidus chimiques-là. Pour elle, les couches vulnérables mangent naturel. Selon moi, le Tchadien pauvre mange naturel. Le Tchadien moyen aussi mange naturel. Mais le Tchadien qui a un certain standing mange beaucoup plus chimique, je dirais. Beaucoup plus chimique, tout simplement parce que quand on a un certain standing, on pense que c'est manger les produits importés, manger par exemple les boîtes de conserve, manger par exemple les pâtes qui viennent de l'extérieur. Mais c'est manger beaucoup plus, peut-être 5 fois dans la semaine, on a mangé macaroni et spaghetti. Encore qu'on a bien mangé. Quand on mange dans les boîtes de conserve, on ne sait même pas combien de temps ces boîtes-là ont mis. Pour maintenir le corps en bonne santé, la promotrice de la coopérative de production et de développement des chaînes de valeur agroalimentaire invite les Tchadiens à manger naturel. Et j'invite vraiment les Tchadiens à manger beaucoup plus naturel. Parce que l'alimentation, c'est notre premier médicament. Quand vous mangez bien, vous avez résolu déjà une bonne partie de vos problèmes de santé. Manger naturel, c'est nourrir son corps avec ce dont il a vraiment besoin, tout en protégeant sa santé et la planète. C'est un retour à l'essentiel dans un monde où l'alimentation est souvent industrialisée.
Les étudiants de la première promotion de la faculté théologique évangélique ainsi que ceux de l'école biblique supérieure de Moundou ont reçu leur diplôme. C'est à l'occasion d'une cérémonie qui s'est déroulée le 7 juin 2025 à l'église évangélique numéro 8 francophone de Moundou. Golmem Ali Emmanuel pour le reportage. Ils sont au total 18 lauréats à recevoir leur parchemin. La cérémonie a eu lieu en présence des partenaires venus des États-Unis. Cet événement marque une étape importante dans le parcours académique et spirituel de ces hommes de Dieu qui sont désormais prêts à mettre en pratique les enseignements reçus au cours de leur formation. Une journée mémorable marquée par des chants de louanges, des moments d'adoration et des prières ferventes témoignant de la profonde spiritualité qui anime cette institution. Le délégué à l'éducation, dans son mot de bienvenue, a exprimé sa confiance et son amour envers ces jeunes diplômés. Il a souligné l'importance de cette formation, les encourageant à considérer cet accomplissement comme un envoi dans le monde pour gagner des âmes à Christ. Dans son message de circonstance, l'homme de Dieu, Joel Anderson, a demandé aux lauréats d'aimer et de nourrir leurs bébés et non de les gouverner comme des rois. Avant la consécration, le représentant du bureau exécutif des EET a exhorté les récipiendaires à s'armer de patience et de courage pour le service du Seigneur. Dr Biasnael Sem, doyen de la faculté théologique, dans son intervention, a dit espérer que ces étudiants porteront haut les valeurs et les enseignements reçus en se dévouant à leur mission avec passion et détermination. Les lauréats, quant à eux, ont remercié le Seigneur et tous ceux qui les ont soutenus durant les années de formation. Le directeur académique de la faculté théologique, Mbaïwanouji Salomon, a encouragé les lauréats à rester déterminés et à faire preuve d'engagement dans leur future entreprise, car leur succès dépendra de leur capacité à préserver et à s'adapter aux changements qui interviendront sur leur chemin. 9 juin 2023, 9 juin 2025, cela fait exactement 2 ans que Diogo Domaya Ezaï a tiré sa révérence de suite d'une courte maladie. En mémoire à ce triste anniversaire, Mingamadi Biram Christian a rencontré quelques connaissants et collègues de ce dernier qui se souviennent encore de ses œuvres et héritages de l'homme de Dieu et chroniqueur Electron Group Média. Suivez plutôt. Et surtout intestinales sont courantes chez les enfants de moins de 5 ans. Et leurs effets sont très néfastes sur l'état nutritionnel de ces enfants. C'est aujourd'hui, 9 juin, que Domaya Ezaï, passionné de la nutrition, a tiré sa révérence de suite d'une courte maladie. Diangoto Domaya Ezaï fut une personne ressource et chroniqueur à Electron Group de médias. Il assurait et animait la capsule La Minute de la Nutrition, ce qui lui permettait d'éduquer, de sensibiliser et surtout d'apporter sa touche dans la réglementation des habitudes alimentaires des Tchadiens. 2 ans après sa disparition, amis et collègues se souviennent encore de lui. Un jeune frère qui a tellement de l'ambition et qui, n'est-ce pas, aime partager, raison pour laquelle il s'est retrouvé ici à la télé pour apporter sa contribution dans son domaine le plus précis, et il a bien fait d'ailleurs. Nous saluons sa mémoire et au nom de l'administration, nous disons en ce deuxième, je ne veux pas dire anniversaire, commémoration, je crois que il a créé un vide, comme on le dit, un vide difficile à combler. Je pense à ses enfants, je pense à son épouse, qui aussi était une collaboratrice dans divers domaines. Maintenant que Dieu, n'est-ce pas, nous donne ce réconfort. Homme de Dieu, Domaya a servi non seulement son Dieu, mais laisse aussi d'énormes héritages dans la famille chrétienne. C'est mon aîné, que ce soit dans la famille, que ce soit au ministère, que ce soit au niveau de la louange. C'est un homme exemplaire. Il nous a bien formés. C'est un homme sans problème. Il est très calme, mais il est très très actif dans le travail. Domaya, comme son nom l'indique,
Isaïe, il a porté le nom d'un prophète. C'est un homme qui est créatif. Il est aussi actif dans le travail. Quand je le connais d'abord dans la famille, mais au moment où moi j'entrais également dans la chorale Les Joyeux Serviteurs, je l'ai trouvé comme celui-là qui dirigeait la chorale déjà. Et il a bien formé ces gars, jusqu'à ce que moi je suis venu même un de ces fruits que je suis là. Alors, c'est un homme inoubliable pour moi. Domaya Esaïe a combattu le bon combat et a remporté la couronne de vie. Tes œuvres resteront toujours gravées dans les mémoires des siens. Repose-toi de tes œuvres, guerrier. Le Portugal a remporté sa deuxième Ligue des Nations face à l'Espagne après celle en 2019. Le match s'est soldé par 5-3 au tir au but ce dimanche à Munich. Jacobson Evaris revient sur les temps forts de ce match. Suivez. Le Portugal a remporté la finale de la Ligue des Nations en dominant l'Espagne au tir au but dans une finale de haut niveau, dimanche à Munich. Le Parisien Nuno Mendes et Cristiano Ronaldo avaient répondu à Martin Zumadi et Mikel Oyarzabal. Les Portugais soulèvent leur second trophée dans la compétition après celui de 2019. Tenante de cette Ligue des Nations et championne d'Europe en titre, l'Espagne pourra nourrir des regrets. Après leur entrée convaincante en demi-finale, les Espagnols ont cependant pris l'ascendant en mettant le pied sur le ballon au milieu de terrain, où Fabien Ruiz a débuté. Un but de vieux, briscade, l'émotion des gamins, le paradoxe, Ronaldo continue de porter le Portugal. Dominé et mené au score, les Portugais ont toutefois vite réagi et surtout égalisé sur une frappe croisée rasante de Nuno Mendes pour un premier but personnel en 37e sélection. L'intensité et la qualité des débats sont encore montées d'un cran et l'Espagne a haussé le ton. Elle est repassée devant juste avant la pause grâce à Oyarzabal après une précise centrale de Pedri. Roberto Martinez, sélectionneur espagnol du Portugal, a revu sa copie à la reprise et lancé Nelson Semedo ainsi que Ruben Neves. Et son équipe a mieux rivalisé dans l'entrejeu. Le brillant Nuno Mendes a déposé le discret de Yamal sur la gauche avant d'adresser un centre dont a profité Cristiano Ronaldo de marquer ses 138e buts en équipe nationale, a galvanisé ses coéquipiers comme les milieux de la Seleção. La France termine la Ligue des Nations avec les honneurs, malgré une prestation assez confuse. L'équipe de France est tout de même parvenue à prendre la 3e place de la compétition en battant l'Allemagne 2-0 grâce à un but et une passe décisive de Kylian Mbappé. En bouclant la saison sur une note positive, mais le jeu des Français a été dans l'ensemble d'une grande pauvreté en première période. Les tricolores étant dominés dans les duels et manquant de maîtrise technique avant de bénéficier de nombreux espaces laissés par les Allemands après la pause. Ce match ne restera donc pas dans les chroniques, tout comme cette saison de transition pour la France qui s'attaquera à la rentrée aux qualifications du Mondial 2026. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. Bonsoir.